La métamorphose, la transformation d'une personne qui est salariée, donc dans des postures professionnelles particulières, à une posture d'entrepreneur, exige un certain nombre de transformations cognitives, comportementales, affectives, sociales. Et que ces transformations, vous l'avez dit au tout début de cette séance, ne peuvent pas se faire seules. Et Mister Google ne suffit pas pour ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un accompagnement qui est désirable. La définition d'éthique, éthique, c'est comment je manifeste les valeurs qui me sont propres dans un comportement observable. Donc c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas avec cet entrepreneur que j'accompagne. Et donc on pourrait croire que l'éthique c'est blanc ou noir, bon pas bon, mais en fait c'est l'océan du gris, l'éthique. C'est qu'on est souvent confronté à des choses qui ne sont pas si claires que ça. Alors pour mettre de la clarté, il y a une première chose qui est la déontologie. Alors pour les coachs, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais c'est vrai aussi, je pense, dans d'autres associations professionnelles de gens qui accompagnent les entrepreneurs. La déontologie, c'est pas moi qui définis qu'est-ce que je peux faire ou pas faire, c'est mon association professionnelle qui va dire voilà les règles du jeu à respecter pour faire un accompagnement éthique. Un accompagnement de qualité, responsable, orienté vers la pérennité du projet. C'est une question cruciale alors que la France a l'air de redécouvrir l'esprit d'entrepreneuriat. La culture s'est perdue dans la population française. Dans ce contexte, comment est-ce que le créateur peut faire le bon choix? Comment peut-il d'abord accéder, avoir l'information et mesurer l'enjeu qu'il y a à se faire accompagner, et à partir du moment où il est fermement convaincu, comment va-t-il choisir parmi cette pléthore d'acteurs? Et je pense qu'habituellement, finalement, on règle ces questions par le fait de passer du parcours du combattant au parcours de croissance et en utilisant des outils. En fait, la réponse par les outils, c'est quel statut juridique, quel régime social, quel est le régime fiscal. Alors ça, on est les champions, puisqu'on a une diversité de possibilités très importante. Et souvent, alors peut-être pas pour ceux justement qui sont ici, mais on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'accompagnement humain et le positionnement. Et donc ces interactions, elles passent par des tiers. Et finalement, les indépendants sont par nature isolés. Et donc c'est comment je vais interagir avec d'autres par des tiers. Et historiquement, il y a toujours eu des tiers. Ceux qui pensent que les indépendants ont toujours été seuls, ou ceux qui pensent que la plateformisation conduirait à une désintermédiation se trompent. Parce qu'en fait, la plateformisation, c'est une réintermédiation, on crée de nouveaux tiers. Et historiquement, il y a toujours eu des tiers. Au XVIIIe siècle, il y avait des agents, par exemple lyriques, qui accompagnaient les artistes. Et c'est l'ère de la pluriactivité, le XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, tout le monde était indépendant, le salariat n'existait pas. Qu'est-ce qu'on a créé après la Révolution de 1848, puisque on est dans la Révolution en ce moment, on en parle beaucoup. Eh bien, on a créé des commandites ouvrières, c'est-à-dire des tiers. Au XXe siècle, on a créé des tiers employeurs, on a créé des tiers porteurs, et puis maintenant, on crée des tiers intermédiaires, c'est-à-dire des plateformes, des outils digitaux qui permettent de mettre en lien. Et donc, il y a toujours eu des tiers, finalement, et ces tiers sont porteurs d'éthique. Soit ils sont tiers de confiance, donc ils accompagnent, ils protègent, ils sécurisent, soit ils sont tiers de défiance, là on peut aussi en parler, et on a plein d'exemples dans l'histoire de tiers de défiance. Mais en tout cas, on a besoin d'un tiers de confiance pour nous accompagner, pour nous faire progresser, pour nous permettre justement de créer et pas de le faire seul. Et quand on ne passe pas par un tiers qu'on a en tête institutionnel, on passe au minimum par un pair, on en parlait juste avant. Ça peut être plein de choses différentes. Moi, j'ai interrogé beaucoup d'indépendants qui m'ont dit voilà, moi, je suis passé par une personne qui était entrepreneur, qui m'a accompagné, qui m'a conseillé, sans passer forcément par un réseau.
on ne passe pas forcément par un réseau connu, reconnu. On peut passer aussi par des connaissances, des personnes de notre environnement, des personnes de la famille d'abord, des amis, et puis ensuite petit à petit élargir ses cercles et se faire accompagner par des professionnels. Et souvent on ramène la question de l'éthique aux professionnels, oui, en oubliant finalement ce qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire peut-être les invisibles de l'accompagnement, mais qui sont très nombreux, et qui vont apporter cette bienveillance justement aux personnes, et le fait de prendre soin de l'autre. C'est vrai que c'est plus simple d'entreprendre quand autour de soi on est soutenu, quand on est conseillé, que quand on est tout seul, isolé, avec un tiers institutionnel qui vous dicte quelle est la vérité. En général, c'est souvent les dispositifs, vous savez, qui viennent du haut. On rentre dans une case et on arrive rarement d'ailleurs au bout du chemin. Quand on a la principale cause d'échec des projets, ce n'est pas la technologie, ce n'est même pas le client qu'on a trouvé assez rapidement, ni même les finances, c'est effectivement une équipe qui ne fonctionne pas. Donc une dimension humaine qui, pour résumer, devient fragile. Et on a donc au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, des projets qui pourtant sont porteurs de beaucoup d'ambition et potentiellement très puissants, s'effondrer à cause effectivement de l'aspect humain. Donc ça veut dire que cet aspect humain doit être travaillé dès le départ et entre en jeu une dimension qui est, c'est ce que j'ai voulu préciser précédemment, une dimension qui n'est pas que technique. Quand on travaille la matière humaine, on travaille autre chose que la technique. L'autre point de référence que j'utilise beaucoup aussi avec les accompagnateurs avec lesquels je travaille, c'est tout simplement de se référer à c'est quoi mon contrat, c'est quoi mon mandat, quelle est ma responsabilité en tant qu'accompagnant de l'entrepreneur, jusqu'où je vais, parce que l'éthique c'est aussi beaucoup une question de limite, et souvent dans le feu de l'action on oublie pourquoi on a été mandaté. Certains parfois que sur l'aspect marketing du développement de l'entrepreneur, pour certains sur l'aspect plus business, pour d'autres c'est l'ensemble. Et revenir au contrat, c'est souvent un point de réancrage. Mais après, on est confronté à soi-même puisque c'est souvent le respect de ses propres valeurs. Et un des pièges les plus importants, c'est l'aveuglement, c'est-à-dire d'être plongé tellement dans l'enthousiasme de son accompagnement qu'on oublie qu'on est en train de projeter des choses sur l'entrepreneur qu'on accompagne. Parce que souvent aussi, en tant qu'accompagnateur, on est soi-même entrepreneur. Donc on a soi-même des propres croyances sur qu'est-ce que c'est que la réussite, qu'est-ce que c'est que vraiment prendre des risques. Et là, l'intérêt de la supervision aussi, c'est que quand vous êtes aveuglé, surtout si vous faites un accompagnement de type avec des pairs ou un accompagnement collectif, c'est que quand vous écoutez les autres et leurs expériences d'accompagnement, vous dites tiens, il fait comme ça, et ça vient vous réinterroger sur vos propres pratiques. Et c'est essentiel, parce que parfois on applique des choses sans se rendre compte qu'on est en train d'utiliser nos propres références. Ma perception, c'est que moi j'essaye de tendre entre un alignement personnel avec l'alignement d'accompagnateur que je suis, et ça me demande en fait d'abord d'être à l'écoute de mes propres besoins. C'est-à-dire que quand je fais face en fait à un entrepreneur, un jeune entrepreneur, eh bien je me dois d'être prêt, d'être en capacité en fait d'accueillir ce qu'il va en fait me poser, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles dans son sens d'entrepreneur. Et je me rappelle en fait d'un entrepreneur qui m'accueille avec un état de tension très très élevé, une respiration très courte, et il me dit « Pascal, le mois qui m'a téléphoné, et ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir payer les salaires suite. » Et bien, je vous assure que lorsqu'on est accompagnant, un coach comme ça, que l'entrepreneur prononce ces mots, ça fait un choc.
Et comme je suis entrepreneur aussi moi-même, évidemment, en fait, j'ai pensé à des factures. Et bien là, en fait, le job de l'accompagnant, c'est de dépasser en fait, ses propres peurs, de dépasser en fait ses propres tensions et d'aller vers l'accueil complet des tensions en fait de la personne, de là où elle en est, pour lui permettre de se reconstruire. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. On a travaillé d'abord sur sa respiration pour lui permettre de reprendre le contrôle de son présent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'alternatives en fait, qu'il n'avait pas en fait explorées. Et pour ça, simplement, l'accompagnant il a servi en fait à gérer le stress, à gérer la panique, permettre à la personne accompagnée de repartir. Et je crois que plus globalement, ma posture et celle de mes camarades coach aussi à l'Université de Strasbourg, c'est en fait de montrer l'exemple, d'aller en fait, non pas de dire en fait aux jeunes entrepreneurs faites ceci, faites cela, mais c'est de leur montrer par l'exemple que nous aussi, en fait, dans nos professions, eh bien en fait on a des clients, ça se passe bien ou ça se passe mal, que nous sommes des personnes apprenantes. Voilà, on va chercher en fait de nouvelles théories, de nouveaux modèles pour innover dans nos pratiques, de leur montrer nos erreurs, ça c'est aussi très important. C'est de montrer que parfois, en fait, on s'est planté, quoi. Et qu'on ne cache pas en fait les erreurs sur le tapis, et que parfois, en fait, on peut être fier d'avoir fait des erreurs parce qu'on a pris des risques nouveaux. Donc voilà, mon mot de la fin, ce serait en fait de montrer l'exemple. L'alignement, c'est de montrer l'exemple et d'accepter qui nous sommes vraiment.